Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, on est content d'être là. Tout à fait. Alors, on a un peu de retard, excusez-nous. Donc, on est avec Florent, éducateur canin sur Lyon, Tout à fait, avec une entreprise qui s'appelle Le Chien Bleu. c'est ça. Et moi, je suis Fabrice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé la boutique Jack et Dolly à Lyon il y a plus de 5 ans avec Marilyn. Voilà, donc ici on est dans le magasin du chat, puisque maintenant on a un magasin chat et un magasin chien, parce que le magasin chien, on n'a pas assez de place pour faire cette vidéo. Mais voilà, c'est un peu rigolo, mais c'est pas grave. Alors, il y avait une question de personnes, on va commencer la conférence tout de suite. Donc les besoins fondamentaux des chiens et les aménagements qui peuvent les combler. Et les aménagements. Alors, vous pourrez poser vos questions à la fin du live. Et il y avait une première question, pourquoi le chien bleu, ça s'appelle ton activité? Ah, et ben en fait c'est tout simplement parce que c'est un rapport avec un livre que peut-être certains connaissent qui s'appelle Chien bleu, que ma maman me lisait quand j'étais petit. Et qui est une jolie histoire d'une petite fille avec un chien, et ce chien il est bleu et il la sauve, et du coup voilà, c'était une belle histoire. Et donc moi ça m'a inspiré. Et puis il se trouve aussi que le bleu c'est la couleur de la coopération, de l'apaisement, qui sont les valeurs que moi j'ai envie de faire passer par mon entreprise, tout simplement. Bon, super. Voilà. Alors voilà pour le chien bleu. Et après Jack et Dolly, si vous ne connaissez pas, eh ben, c'est tout simplement une boutique dédiée uniquement aux chiens et aux chats. Et puis très bientôt également aux lapins. Parce qu'on a beaucoup de demandes pour les lapins. Et mine de rien, c'est important. Alors Florent, c'est toi qui est notre consultant ce soir. Tout à fait. Donc les besoins fondamentaux et aptitudes naturelles du chien, de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors justement, on va parler de tout ça. Donc pour commencer, on va évoquer un petit peu ce que c'est que les besoins fondamentaux. On va dire un petit peu déjà d'où ça vient. Et ensuite on évoquera ce qu'on appelle les aptitudes naturelles, ce qui va venir un petit peu compléter cette approche-là. Et dans une deuxième partie, du coup, on abordera tout ce qui est aménagement qui vont correspondre à ces fameux besoins fondamentaux qu'on aura évoqués. Donc, dans un premier temps... Donc c'est parti, on y va. Voilà, moi j'y vais. Voilà, et à 19h10, on y va. Allez, on y va. Donc pour commencer déjà, ces besoins fondamentaux, d'où ça vient? Il faut comprendre que les besoins fondamentaux, c'est un concept tout simplement qui vise à comprendre ce que le chien fait au naturel. Et pour comprendre ce que le chien fait au naturel, il faut observer le chien dans son milieu naturel. Et pour comprendre qu'est-ce que le milieu naturel du chien, il faut déjà faire un petit point sur sa population mondiale. Comment ça se situe le chien mondialement? Oui, parce que je t'interromps Florent. Dis-moi. Là ce soir tu vas nous parler. Oui. Mais en fait il y a une étude sur les chiens. Tout à fait. Qui découle de tout ce alors, que tu vas nous dire. Alors tout ce dont je vais parler aujourd'hui, notamment sur les besoins fondamentaux, les aptitudes naturelles, c'est pas quelque chose que j'ai inventé du tout. Ce sont des études qui sont menées maintenant depuis plusieurs années, auxquelles moi j'ai eu accès de par ma formation quand j'ai fait donc mon diplôme d'état en éducation canine, et qui découlent aussi de certains auteurs un petit peu connus, comme par exemple Monsieur Joël Dehaze, qui est un vétérinaire comportementaliste qui a écrit beaucoup de bouquins qui sont notamment accessibles au public, comme Mon chien est heureux, Comprendre mon chien, etc. Donc voilà, pour revenir un petit peu à ces besoins fondamentaux, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vise tout simplement à comprendre ce dont le chien a besoin au naturel. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est son environnement naturel. Et pour ça, il faut regarder un petit peu cette population mondiale de chiens. Nous, dans notre monde occidental, on a tendance à penser que les chiens, c'est ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire des chiens de race ou des chiens un petit peu mélangés entre les races, des bergers allemands, des border collies. Des chiens de compagnie. Voilà, des chiens de compagnie. Voilà. Alors qu'en fait, il faut comprendre que ces chiens-là, qu'on appelle nous des chiens de race, ou des chiens croisés, ces chiens, en fait, ça représente à peu près 25% de la population mondiale. 75% de la population mondiale, ça va représenter des chiens qu'on n'a plus chez nous, parce qu'on a eu une politique assez stricte là-dessus, qu'on appelait avant des chiens errants, ou plus joliment des chiens de village. C'est-à-dire que ce sont des animaux en fait qui vont être ce qu'on appelle en termes scientifiques des animaux commensaux, c'est-à-dire des animaux qui vont vivre au contact de l'homme. Le comparatif le plus simple à la limite, c'est des animaux qui sont un peu comme des pigeons. C'est-à-dire en fait ils vont vivre vraiment dans les villes avec les humains.
C'est des chiens, par exemple, pour les gens qui voyagent un petit peu, ils vont beaucoup en rencontrer au Brésil, on en rencontrera aussi dans les pays de l'Est, voilà, donc, ou en Afrique aussi, bref, ce sont en fait des animaux qui vivent, on va dire en meute, entre guillemets, en groupe d'individus, autour des populations humaines, mais qui ne rentrent pas forcément chez les gens, qui peuvent avoir des contacts avec les humains, mais pas forcément énormément. Et voilà. comment ils se comportent alors? Alors, justement, il faut comprendre que pour comprendre les besoins fondamentaux, il faut comprendre ce que font ces chiens Au dans naturel. leur journée. Voilà, au naturel. Donc, c'est quoi leur mission au naturel? Tout simplement, en fait, c'est des choses très très basiques. Trouver à manger, et du coup, trouver un endroit sûr où dormir, où ils pourront se reposer sans qu'on les embête. Et en fait, faire ces deux choses-là, ça va leur demander un très grand nombre d'aptitudes différentes. Et on va se rendre compte que ces aptitudes-là, tous les chiens les possèdent, et que c'est justement ces choses-là qu'on va devoir combler, nous, avec nos chiens domestiques. Mais justement, je vais revenir là-dessus, on va s'expliquer. Tout bêtement, par exemple, un chien, donc un chien de village, il n'a pas de croquettes. Hein, personne ne lui donne à manger. Donc il va devoir se débrouiller tout seul pour trouver à manger, et pour ça, il va faire appel à plusieurs compétences. Notamment, il va utiliser son flair pour trouver des choses qui se mangent. Il va utiliser son intelligence pour aller fouiller dans des poubelles. Il va devoir interagir avec ses congénères parce qu'il n'est pas tout seul. Soit en coopération pour trouver ensemble des choses à manger, soit en défense pour protéger une ressource dont il a besoin qu'elle soit la sienne propre, par exemple. Donc, voilà, c'est beaucoup de choses différentes qu'il va devoir faire qui vont le mener à ça et qui vont le mener tout simplement à être tranquille dans sa vie, c'est-à-dire à avoir à manger et à pouvoir se reposer tranquillement. Et donc de ces deux missions-là, qui sont les missions au naturel du chien, trouver à manger et dormir, et trouver un endroit safe où dormir, et de ça en fait on va faire découler ces fameux besoins fondamentaux dont on parle. Et alors ces besoins fondamentaux, ça va être assez simple, en fait il y en a 5. Alors là on simplifie un petit peu la formule, mais en gros on va avoir 5 besoins. Donc comme je disais tout à l'heure, pour trouver à manger il va utiliser son nez. Donc on va avoir un besoin d'activité olfactive. Le chien il a besoin dans sa journée d'utiliser son nez. C'est ce qui se passe quand on promène un chien et qu'il renifle de partout. Exactement, voilà, parce que comme nous on fait notre Facebook ou notre Insta, le chien, pareil, il a besoin de faire ses réseaux sociaux, donc lui, son réseau social, c'est les déjections, c'est les pipis qu'il va trouver par terre, qui vont lui donner de l'information sur ses congénères, notamment. Donc ça, c'est le besoin d'activité olfactive. Ensuite, comme les chiens dans la nature, quand ils veulent trouver quelque chose, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils fassent des choses, donc on va avoir un besoin de dépenses physiques. Celui-là, je ne m'attarde pas dessus, tout le monde le connaît bien. Hein, le chien, il a besoin... Ce sont les promenades. Voilà, par exemple. Ça peut être les promenades, ça peut être la course à pied, ça peut être le sport qu'on fait avec son chien. Mais ça, a priori, tout le monde est au courant qu'il faut sortir son chien et qu'il a besoin de se dépenser physiquement. Ensuite, on va avoir un besoin, notamment, j'en parlais tout à l'heure, celui-là, il est peut-être un petit peu plus compliqué à évaluer, mais un besoin d'activité cognitive. Ces chiens-là, comme ils sont... ça veut dire quoi? Alors, cognitive. L'intelligence? Voilà, tout à fait. Ça veut dire que le chien, il va devoir réfléchir. Quand ces chiens-là, dont on parle depuis tout à l'heure, eux, ils sont livrés à eux-mêmes. Personne vient leur donner à manger, leur donner à boire, etc. Donc, il faut qu'ils trouvent tout seuls. Et ça, donc pour ça, ils vont utiliser leurs compétences, notamment le flair, mais ça va exiger qu'ils fassent des opérations mentales. Ils auront des choix à faire. Est-ce qu'ils vont vers telle poubelle ou telle autre, etc. Ça paraît tout bête comme ça, mais mine de rien, ils ont un besoin de faire ces opérations mentales. Et du coup, comment ça se traduit pour nos chiens domestiques? Alors justement, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais l'idée c'est qu'en fait, nous, nos chiens domestiques, en fait, ils n'ont rien à décider en fait. Ils ne décident jamais de rien dans leur vie, parce qu'on leur donne à manger tous les jours à la même heure, on les promène, c'est nous qui décidons, etc. Donc en fait, ils font très peu d'opérations mentales en fait, parce qu'ils n'ont rien à décider. Et donc, comme ils ont besoin d'utiliser leur cerveau, la plupart du temps, ils vont l'utiliser pour faire des choses qui ne nous conviennent pas. Donc l'idée, justement, ça va être de les occuper à faire des choses qui nous conviennent. Mais ça, c'est la deuxième partie, on y reviendra ensuite. Alors ensuite, on va avoir également un autre besoin, qui est le besoin d'activité sociale. Ça, c'est pareil, c'est un besoin qui est en général assez bien compris. Tout le monde sait qu'en général, son chien,
il a besoin d'aller voir des congénères. Il a besoin d'interagir. Les chiens que je prends pour exemple depuis tout à l'heure, ils ont une activité sociale forte. Parce que eux, ils en sont directement dépendants. Parce que souvent, ils travaillent en coopération. Et même quand ils ne travaillent pas en coopération, il faut qu'ils fassent attention à eux. Pour eux, c'est très dangereux de déclencher un conflit. Parce que si jamais ils sont blessés, ils ne vont pas chez le veto. Donc du coup, il faut qu'ils fassent très attention. Donc, ils ont un besoin d'avoir des relations sociales avec les chiens, avec leurs congénères. Et nous, nos chiens à nous, ils ont ce même besoin. Et du coup, il est souvent assez peu satisfait, ou alors pas correctement, parce que nos chiens, ils ne savent pas assez bien communiquer. Donc c'est là où, notamment, l'éducateur peut intervenir pour faire comprendre aux propriétaires comment faire en sorte que les contacts sociaux se passent relativement bien avec son chien. Et encore faut-il qu'il y en ait. Encore faut-il qu'il y en ait. Donc il faut quoi? Il faut promener son chien et le laisser interagir avec un autre chien quand on croise un autre chien. Alors oui, mais sous certaines conditions. Et pour ça, il faut ça. Alors ça fera l'objet sûrement d'une autre conférence, parce qu'on ne peut pas l'aborder aujourd'hui trop en détail. Mais l'idée, c'est que en fait, les chiens ils communiquent entre eux par toute une série de signaux, notamment corporels. Et en fait, il faut comprendre ce que son chien envoie comme message à l'autre chien et ce que le chien d'en face envoie comme message au nôtre. Si on a un chien qui veut aller très très fort vers un chien et qu'en fait, si on lit bien l'autre chien, on s'aperçoit que l'autre chien il n'a pas envie, il faut pouvoir le respecter. Parce que si on engage quand même le contact alors que le congénère d'en face il n'a pas envie d'en avoir, on risque d'aller au conflit. Et du coup, on ne fait pas des bons d'apprentissage pour son chien. Voilà. Et le dernier besoin dont on a assez peu conscience et qui va nous occuper pas mal aujourd'hui, c'est le besoin masticatoire. Notamment les chiens que j'évoquais, eux, ils ne mangent pas de croquettes. Donc, quand ils trouvent des déchets, quand ils trouvent des choses à manger, en fait, manger, le fait de manger, même pas trouver à manger, juste le fait de manger, ça leur prend du temps et ça leur prend de l'énergie parce que c'est pas quelque chose de tout fait. C'est pas quelque chose qui s'avale tout seul comme des croquettes. Ça va être peut-être un reste dans une conserve, ça va être peut-être un reste de poulet, par exemple, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut trouver comme ordure ou comme autre chose. Et du coup, c'est pas une nourriture qui est disponible tout de suite. En fait, il va falloir la décortiquer, faire des opérations mentales avec ça et du coup masticatoire avec sa bouche. Et ces opérations-là, quand le chien le fait, comme ça lui prend du temps de manger, il est obligé d'être dans un endroit où il est relativement tranquille pour pouvoir décortiquer ce qu'il a trouvé à manger. Et donc l'activité masticatoire, elle est intéressante parce qu'en général, quand un chien pratique une activité masticatoire, il se détend. Et nous, avec nos chiens sédentaires, en fait, comme il manque assez souvent d'activité, c'est important pour nous qu'ils arrivent à trouver des activités où ils peuvent se détendre. Ça nous aide à avoir des chiens plus calmes et ça nous aide du coup à avoir des chiens qui sont plus faciles à vivre. Et qu'ils fassent moins de bêtises. Et qu'ils fassent moins de bêtises, tout à fait. Donc voilà, là on a nos 5 activités les plus importantes. Alors il est important de comprendre que là on a parlé de type d'activité et il y a aussi une durée. C'est-à-dire que là, on parle de chiens moyens. Les chiens dont je parle, ce sont des chiens, donc les chiens de village. Souvent, ce sont des chiens qui ont un morphotype, qui ont une allure assez commune, qui font tous à peu près le même poids. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais ils se ressemblent. C'est vraiment un chien, moyen. C'est ni trop gros, ni trop grand. Donc, en moyenne, on estime qu'un chien, il a besoin dans sa journée, en moyenne, de 5 heures d'activité. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que, c'est pas forcément 5 heures de promenade. Tout compris. Voilà, tout compris. C'est-à-dire que dans ces 5 heures, s'il a pu voir des congénères, c'est bien. S'il a pu mastiquer des choses, c'est chouette pour lui. S'il a pu utiliser son nez, voilà. S'il a pu résoudre des petits problèmes mentaux, etc. Alors après, il y a des choses qui vont se télescoper. Par exemple, souvent quand le chien il fait une activité olfactive, suivant ce qu'il renifle, il va se demander ce qu'il renifle. Donc du coup, il va faire des opérations mentales. Donc quand il renifle, on va travailler le cognitif et l'olfactif. Voilà. Quand, par exemple, il fait de l'activité sociale, s'il est avec des chiens qu'il ne connaît pas, comme il faut qu'il interprète leur langage, il faut qu'il réfléchisse. Alors il y a beaucoup de chiens justement qui ne réfléchissent pas quand ils vont voir d'autres chiens, parce que justement ils ne sont pas formés. C'est là que nous, en tant qu'éducateurs, on intervient, parce qu'on leur apprend à réfléchir quand ils interagissent. Mais voilà. Donc il faut voir qu'il y a des choses qui peuvent se télescoper. Et c'est 5 heures par jour? Oui. Est-ce 5 heures par jour. qu'on peut faire 10 heures le samedi? Non, alors question très pertinente justement. On va éviter, quitte à pas pouvoir... Mettons qu'on ait une vie qui nous empêche de faire exactement 5 heures d'activité par jour à son chien. On va préférer, plutôt que de faire 5 heures, 10 heures le samedi et puis rien faire pendant 3 jours,
On va préférer plutôt faire 1 heure par jour tous les jours, quitte à en faire 5 heures dans la semaine. On va plutôt faire 1 heure par jour tous les jours, plutôt que 5 heures une seule fois. L'important, c'est la régularité. Voilà. Il vaut mieux un peu moins d'activité, mais bien tous les jours, plutôt que beaucoup d'activités une seule journée. Donc il faut équilibrer plutôt Voilà. tous les jours. L'idée, c'est d'équilibrer. Alors justement, j'allais venir là-dessus. Nous, dans notre monde occidental, on a des chiens qui sont soit des chiens de race, soit des chiens qui sont typés. C'est-à-dire que même quand ils sont beaucoup croisés, on va retrouver des types de chiens. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous, justement, on n'a plus ces chiens de village-là que je décris depuis tout à l'heure. On a des chiens qui ont été modifiés pour avoir différentes compétences et qui ont donc des besoins qui ne sont pas les mêmes. En termes d'activité pure, je vous ai dit qu'un chien moyen, il a besoin de 5 heures à peu près d'activité. Ça, c'est la moyenne. Bon, bah, si on prend un bulldog anglais, on va plus être vers 3. Mais si on prend un border collie, on sera plus vers 10. Parce que le border collie, notamment, il est fait pour travailler toute la journée. Donc il va avoir une activité très intense. Il va être très capable physiquement, il va être très capable cognitivement, parce qu'on va lui demander énormément d'opérations mentales au border collie. Voilà. Et donc, lui, par exemple, il fera peut-être un peu moins de flair que ses autres congénères, parce qu'on l'a plus orienté vers une activité intense physique et cognitive. Alors que, par exemple, notre bulldog anglais, lui, à la base, c'est plutôt un chien de garde ou un chien de combat. On ne lui demande pas beaucoup de cognitif, on lui demande quasi très peu de flair. On va vraiment lui demander plutôt ses activités de protection de ressources. Voilà, donc ça ne va pas lui demander grand-chose. On va lui demander un peu de physique, mais dans un cas particulier. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le bulldog, aujourd'hui, ça reste un chien de compagnie qui s'adapte assez bien à la vie sédentaire, justement, parce que c'est un chien qui a des besoins qui sont un peu en dessous de la moyenne. Le bulldog français aussi? Voilà, alors le bulldog français, on en a un peu plus, parce qu'il a du coup, il est plus petit, il a un physique un petit peu moins lourd, donc ça peut varier. Il y a des bulldogs français qui sont issus de bons élevages, qui font encore, on va dire, sans aller trop en détail là-dessus, mais qui font des faciès qui ne sont pas trop ramassés, ce qui fait qu'on a des chiens qui respirent plutôt bien, et donc qui sont assez capables physiquement, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs, malheureusement, qui poussent ce qu'on appelle l'hypertype, c'est-à-dire qui accroissent un peu trop fortement certaines caractéristiques physiques, notamment comme l'écrasement du nez, ce qui fait qu'en fait, le chien va avoir des très gros problèmes respiratoires, donc il sera très peu capable physiquement. C'est-à-dire qu'il sera même plus capable de mener une vie de chien, quoi. Ce qui est très dommage pour lui. Donc voilà. Entre parenthèses, faites attention là où vous prenez vos chiens, notamment sur tout ce qui est brachycéphale. C'est important. Donc voilà pour les aptitudes un petit peu naturelles. Il faut comprendre que voilà, ces 5 heures là, c'est une moyenne, et qu'en gros, en fonction du chien qu'on a, eh ben, ça va se modifier. Soit en plus, soit en moins. Souvent en plus, la plupart du temps. Et les chiens qui sont purement de compagnie Alors ceux-là, justement, leur métier, eh ben, ça va être plus le social. Alors eux, ils sont plus axés sur le social par rapport à l'humain, mais eux, ils ont un vrai besoin social important, parce que ce qu'on leur demande, c'est ça. La raison pour laquelle on les a créés, c'est pour être avec l'humain et apporter du réconfort. Donc ils vont vraiment avoir un besoin d'avoir des contacts sociaux avec leurs congénères et surtout avec leurs humains. Ce qui est le cas aussi notamment de beaucoup de chiens de berger. Je parlais du border collie tout à l'heure, mais pour tous les propriétaires notamment de bergers allemands, de malinois, c'est des chiens dans leur métier qui ont besoin d'être très proches de l'homme, donc ils ont des besoins sociaux qui sont aussi assez importants. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on voit un petit peu là-dessus. Et donc bah, du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire pour aménager son quotidien, pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Donc ça c'est la deuxième partie. Voilà, là on est sur la deuxième partie, sur les aménagements. Voilà. Et là on va voir un petit peu ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se concentrer essentiellement sur 2 besoins qui sont souvent très sous-évalués. Le besoin masticatoire notamment, puisque celui-là on donne très peu de choses à mâcher à nos chiens, et quand ils mâchent des choses, bah, c'est souvent ce qu'on ne veut pas. Comme par exemple la télécommande, comme les chaussons, les chaussures, voilà, ces choses-là. Les livres. Voilà, les livres, la feuille des impôts, bon, des fois ça nous arrange, mais voilà, ça va vraiment dépendre de l'environnement et du chien. Et on va regarder aussi aujourd'hui beaucoup, on va regarder un petit peu aussi tout ce qu'on peut faire au niveau aménagement pour le cognitif. Parce que c'est vraiment là où généralement c'est sous-évalué. Parce qu'en général, la plupart des gens comprennent quand même bien que le chien doit renifler des choses, que le chien doit avoir des congénères et que le chien doit se dépenser physiquement. Donc ça va rester dans le quotidien. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, essentiellement, c'est comment combler ces besoins, notamment masticatoires, et aussi un petit peu cognitifs. Alors, je crois qu'on avait préparé un petit panier, justement, avec toutes ces choses-là. On l'a préparé, mais
il faut que je passe devant les caméras. Voilà. Hop. Alors voilà, c'est un peu Noël. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a et je vais vous exprimer un petit peu en quoi ça peut nous être utile. Alors, Donc on va commencer notamment par tout ce qui est aménagement masticatoire. Alors je vais commencer par les choses qu'on voit un petit peu habituellement, comment dire, qu'on connaît un petit peu qu'on connaît un peu plus habituellement, notamment les os. Alors on a deux exemples ici. Hop, alors, un très gros comme celui-là, par exemple, et un peu plus petit comme ça. Alors là on a deux types de... Donc le chien effectivement donc mâche des os. Alors je le dis tout de suite pour ceux qui vont se demander... qui vont bondir peut-être en commentaire en nous disant mais attention les os c'est très dangereux pour les chiens parce que souvent leur vétérinaire dit ça. C'est vrai quand les os sont cuits. Un os cuit, l'os en fait change de consistance, devient beaucoup plus friable et donc dangereux pour le chien parce que susceptible de créer des petits morceaux qui vont créer des perforations d'estomac. C'est pas la même chose pour un os cru. L'os cru il n'a pas la même consistance et donc il est beaucoup moins dangereux pour le chien et là donc le chien va pouvoir pratiquer son activité naturelle qui est de ronger un os. Si il casse un morceau d'os qui va dans son estomac, Mm. il va fondre. Voilà, ça va se dissoudre. Voilà. Ça va se dissoudre et normalement si le chien a bien appris à faire, mais on va l'évoquer justement, a bien appris à ronger en fait, il va avoir les mouvements corrects pour ronger son os et donc il ne se mettra pas en danger. Donc notamment, pour vous donner un exemple, donc on a deux types d'os notamment disponibles. On va avoir un os comme celui-ci par exemple qui est sous vide. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il est frais. Donc en fait, c'est l'inconvénient de ce produit-là. Donc l'avantage c'est qu'il est très appétant vu qu'il est frais, donc il y a encore de la viande dessus, il sent assez fort, donc du coup très attractif pour le chien. Par contre, il va se garder un peu moins longtemps. C'est pour ça qu'il est sous un emballage sous vide pour qu'il puisse arriver chez vous sans qu'il se soit dégradé. Et après on le met au frais. Voilà, et après on le met au frais si jamais c'est pas fini. Moi c'est vrai que notamment je suis propriétaire d'assez gros chiens, ça fait une journée. Donc il n'y a pas trop besoin de le stocker après parce qu'il n'y en a plus. Et sinon voilà, on a ce type de produit là, et là on constate que ça n'a pas la même couleur, et en fait c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait cet os là, donc il n'est pas cuit mais il est séché. Oui. Ce qui fait que du coup voilà, les matières organiques dessus sont sèches donc elles ne se dégradent plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas sous vide et qu'il peut arriver chez vous comme ça. Voilà. Alors là, on a des très gros gabarits, il y en a des plus petits. Hein. À chaque fois, les aménagements sont à adapter Et en par fonction exemple, de la taille de l'animal. ce gros os, il peut Oui. aller pour quelle race de chien? Alors, ça va être toutes les races qu'on va considérer grandes et géantes, entre guillemets, donc notamment tout ce qui va être... je sais pas, berger allemand par exemple, pour donner un chien de taille grande que tout le monde connaît, Rottweiler par exemple, voilà, sinon les chiens de taille géante comme par exemple le Terre-Neuve, le Saint-Bernard, voilà, donc là on est vraiment sur les grosses bêtes, entre guillemets. Et ça, est-ce qu'on peut donner à des petits chiens? Alors ça, oui, alors en fait, plus l'os est gros par rapport au chien, plus le chien va avoir tendance à le ronger. C'est-à-dire moins il y a de possibilités qu'il fasse des copeaux. Et les copeaux, c'est notamment ça qui peut être dangereux. Donc en fait, plus l'os est gros par rapport au chien, moins il y a de risques. Donc à la limite, on aurait un cavalier King Charles, on pourrait lui donner ça. Ah oui. Mais bon, on va en manger qu'un petit bout. Alors que bon, ça ira déjà très bien. Vous voyez. Donc on est après à adapter en fonction du chien, mais plus c'est petit par rapport au chien, plus potentiellement c'est dangereux. Et c'est là où j'allais en arriver justement. Nos chiens en fait, comme la plupart d'entre eux, ils passent leur vie à manger des croquettes. Ils ne savent pas ronger un os. Et donc, pour leur apprendre à faire de la mastication vraiment, le plus sûr, peut-être ce n'est pas forcément de commencer sur ces produits-là, mais de commencer par des produits notamment comme celui-ci. Et ça, c'est un fromage de yak. Alors, ça, c'est très peu odorant, c'est ce qui est pratique. Et en fait, c'est très dur. Et l'avantage du fromage de yak, c'est qu'il ne représente aucun danger pour le chien. Et en fait, pour les chiens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont jamais rongé des choses de leur vie, eh ben, ça peut être une très bonne chose pour commencer au chien à apprendre justement à utiliser correctement ses dents et à ronger quelque chose. Et une fois que le chien s'est formé et a appris à ronger, là on va pouvoir passer à d'autres produits, notamment comme les os, en toute sécurité. Voilà. Et on peut donner un fromage de yak, par exemple, à partir de quel âge à un chien? Alors, pour tout ce qui va être... c'est une très bonne question, tu as raison de la poser, Fabrice. Généralement, moi, je conseille les aménagements masticatoires
après 6 mois, en général, parce que c'est là où le chien en fait a fait ses dents définitives. Voilà. Si on donne avant on est sur un chiot. Le chiot il n'est pas forcément compétent pour qu'on le laisse tout seul avec des objets qu'il peut manger. Tout le monde, enfin tous les gens qui ont déjà eu un chiot savent qu'en général c'est comme les enfants, on fait assez attention qu'ils ne puissent pas se mettre n'importe quoi entre les dents, parce que voilà, c'est comme les bébés. Donc on attend qu'ils grandissent un petit peu pour ça, et après il y a dans certains cas, quand des fois les pertes de dents sont compliquées, et encore une fois c'est comme pour les enfants humains, des fois on va donner des choses à ronger justement parce que ça les aide à soulager un petit peu leurs gencives. Mais dans ce cas-là, on donnera des choses à ronger moins dures, parce que sinon ils vont se faire mal pendant justement la perte de dents. Mais encore une fois, le plus safe, c'est peut-être d'attendre que toutes les dents définitives soient faites. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on connaît un petit peu de base sur ces aménagements-là. Ça peut être très très bien pour commencer. Et une fois qu'on a un chien qui commence à être compétent, on a plein d'autres choses qui s'offrent à nous. Notamment, alors, des choses qu'on trouve assez régulièrement dans le commerce, on va avoir notamment les oreilles de porc. Alors, l'oreille de porc, ça a plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Alors là, on a la version oreille de bœuf, Qui est plus grande. qui est un petit peu plus grande. Alors ça, voilà, ça fera pas forcément pour le même animal. Ça n'a pas tout à fait la même fonction, mais notamment, la fonction de l'oreille de porc, ça va être d'occuper le chien, mais il faut comprendre que, suivant la taille du chien, l'oreille de porc, ça ne durera pas très longtemps. Moi, j'ai des chiens qui font autour de 30-40 kg. Une oreille de porc, ça fait 2 minutes. Hein. Donc, c'est vraiment très très ponctuel. C'est limite de la friandise. Sur un chien plus petit, ça pourra peut-être durer 10, voire 15 minutes. L'avantage de l'oreille de porc, c'est qu'elle est très appétante parce qu'elle sent, parce que du coup, comme c'est du porc, c'est gras. Par contre, l'avantage de ces choses-là, c'est qu'en fait, sur l'ensemble des aménagements, hein, d'ailleurs, qu'on va vous présenter aujourd'hui, on est sur une valeur nutritionnelle faible. L'idée, c'est que en fait, ça va vraiment servir pour de l'occupation. C'est pas quelque chose qu'on donne pour vraiment nourrir le chien. Par contre, l'oreille de porc, elle a une valeur nutritive qui est un petit peu plus haute parce qu'elle est un petit peu plus grasse. Donc, si on a un chien qui est limite en surpoids, on évite de trop en donner. Parce que du coup, c'est gras. Voilà. Bon, c'est combien? Une par jour? Oui, après ça peut dépendre. Alors après, et ça j'allais y venir aussi, ce qui est bien c'est de varier. C'est de varier en fait. C'est pas tout le temps donner la même chose, comme ça garde de la valeur. C'est notamment quelque chose auquel j'allais aborder, notamment sur les fameux bois de serre. Alors le bois de serre c'est pareil, c'est très populaire. Il y a beaucoup de magasins qui sont en rupture de ce genre d'article parce que c'est très demandé. Ça marche très très bien. Par contre, si on en donne tout le temps, le chien il va vite se lasser. Il y a aussi des chiens, alors après, les chiens ont des goûts. Hein. Donc il y a des chiens, moi je vois par exemple, mes chiens à moi, bon, ils ne sont pas fans du bois de serre. Il y a énormément de chiens qui aiment beaucoup. Quand on veut commencer sur du bois de serre, c'est peut-être une bonne idée de commencer sur un bois de serre qui est coupé en deux, parce que ça permet au chien de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, et donc c'est un petit peu plus appétant. Et ne pas le dégoûter quand c'est Voilà. trop dur avec un bois de serre Voilà. plein. Et du coup, on va perdre l'intérêt de la chose. Et donc, ce qui va être intéressant, et c'est là où je voulais en venir, c'est que du coup, comme il y a beaucoup de choses différentes, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir varier. Et on va aussi pouvoir changer en fonction des circonstances. S'il y a un jour, vous savez que vous avez une absence, mais qui n'est pas prévue, qui n'est pas trop longue, mais que vous savez que pour une raison X ou Y, ça va stresser votre chien, on va pouvoir passer sur un aménagement comme l'oreille de porc qui est très appétant. Alors que si vous êtes sur une absence qui est habituelle, que le chien gère plutôt bien, bon, et ben on va peut-être pouvoir passer sur quelque chose de moins appétant, comme par exemple le bois de serre. Vous voyez, donc on va, en fonction de nos différents aménagements, pouvoir les varier en fonction de la circonstance. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, en fait, il y a des grandes variétés de produits. Alors, après, on va distinguer ces produits-là, par exemple, comme le bois de serre ou comme les os, qui sont des produits qui vont plutôt faire de la longue durée, avec des produits comme l'oreille de porc, qui vont être plutôt sur quelque chose, sur de la plus courte durée. Ce qui va être pareil, par exemple, sur les trachées, qu'on a ici, qui sont des trachées de bœuf, hein, je crois, c'est ça. Hein. Oui. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est des très bons produits. On est sur une valeur nutritionnelle qui est assez faible, mais ça reste ça reste très appétant pour le chien. Donc ça peut vous permettre de ponctuer. Voilà. Il y a aussi quand même une notion de plaisir. Tout à fait. Alors c'est vrai que si je ne l'ai pas évoqué, tout à fait. Quand je parle d'appétence, c'est notamment de ça dont je parle. C'est que ça sent assez fort pour le chien. Alors des fois ça sent assez fort même pour nous. Notamment, vous prenez par exemple les sabots de veau aussi. C'est un aménagement qui est très répandu et qui marche assez bien. Comme ça
ça n'a pas énormément d'odeur. Hein. Quand le chien se met à la mâcher et du coup à le mâcher et que ça s'humidifie, on commence à le sentir. Voilà, donc ça, faut le savoir aussi. Hein, quand on fait ce genre d'aménagement, c'est que suivant ce qu'on met, il peut y avoir, un jour, moi j'étais tombé sur des entrailles de cheval séchées. Bon, voilà, vaut mieux les donner quand on n'est pas là. Hein, sinon, c'est pas très drôle. Après, on a des justes milieux, comme par exemple les museaux de porc ici, qui vont être assez durs, donc qui peuvent durer. Mais comme c'est du porc, ça va rester assez odorant pour le chien. Et donc, ça va être assez intéressant. Museau de bœuf. C'est un museau de bœuf, celui-là, d'accord. Bon, museau de bœuf, museau de porc, ça va dépendre, mais c'est assez intéressant là-dessus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vraiment aménagement masticatoire. Donc aujourd'hui, on en a présenté une variété. Il y en a encore beaucoup d'autres qui existent. Vous pourrez en trouver d'autres. Hein. Chez Jacques et Dolly, on vous met pas tous, et surtout que vous compreniez l'idée et que vous compreniez qu'on peut faire varier les choses en fonction de ce qu'on a devant soi. Donc ça va remplir ce besoin masticatoire. Et ensuite, il y a d'autres types d'aménagements qui sont importants à évoquer et qui vont passer par des objets. Alors le plus célèbre de ces objets, c'est celui-ci. La plupart d'entre vous le connaissent peut-être. C'est ce qu'on appelle un Kong. Alors, le Kong, il est très populaire. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. Déjà parce qu'il existe dans un nombre de gammes assez importantes qui ont des couleurs différentes pour qu'on les repère. Notamment la couleur noire, c'est les plus costauds. Donc pour les chiens qui ont une très très forte mâchoire, c'est intéressant. Les plus répandus, c'est les rouges. Ensuite, on a des roses, des bleus, pour les chiots notamment. Et donc, ce qu'il y a de sympa... Ah, il y a le décor qui s'en va. Ce qu'il y a de sympa avec le Kong, c'est que ça peut servir d'aménagement, ça peut aussi servir de jouet, parce que ça rebondit assez bien. C'est très durable. Il y a très peu de chiens qui les cassent, les Kongs. Donc en général, quand on a un chien, un Kong, c'est toujours un bon investissement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. La fonction première du Kong, c'est que c'est creux, en fait, à l'intérieur. Et qu'on va pouvoir le remplir en fait avec tout un tas de choses. Et là, on va rentrer dans un autre type de besoin. Donc on reste sur une motivation alimentaire. Hein. Notamment Kong, qui est une société américaine, elle va, si je me rappelle bien, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont toujours énormément de produits associés. Notamment, ils ont une bombe spéciale Kong, en fait, qui est une bombe de foie, en fait. Il y a plusieurs goûts. Voilà, il y a plusieurs goûts. Alors moi, je connais notamment celle du foie, qu'on peut mettre dedans. Et qui fait qu'en fait, du coup, c'est très odorant pour le chien. Et en fait, le chien va se démener pendant un certain nombre de temps pour arriver à lécher tout ce qu'il y a dans le Kong. Et c'est ça qui l'occupe. Mais en vérité, avec un Kong, on peut faire énormément de choses. Alors, je me permets aujourd'hui de vous donner quelques petits trucs. Notamment, on peut donner une partie de la ration de son chien avec un Kong. C'est-à-dire qu'on va mettre les croquettes dedans. Et à partir de là, il y a plusieurs techniques que nous, les éducateurs, on utilise. Par exemple, on met une partie des croquettes dedans. Et puis, on va... je donne un exemple, avec des rillettes bon marché, créer un petit bouchon, ici, comme ça. Et donc le chien va déjà lécher dans un premier temps le bouchon, et ensuite, il devra agiter le Kong pour faire tomber les croquettes. Et donc ça va l'occuper pas mal de temps. Il y a une autre solution qui consiste aussi à mettre des croquettes avec du fromage fondu et à le passer au micro-ondes. Du coup, le fromage fondu va retenir les croquettes. Et donc, du coup, le chien va avoir d'autant plus de difficultés à aller chercher la nourriture qu'il y a dedans, donc ça va l'occuper plus longtemps. Et ensuite, il y a la fameuse technique que j'utilise moi personnellement en été, qui est la technique que j'appelle de la glace. Tout simplement, en fait, on prend son Kong, on met les croquettes dedans, on le met dans l'eau, les croquettes gonflent, donc elles prennent plus de place, et ensuite on le met au congélateur. Et comme elles sont imprégnées d'eau, du coup ça gèle, et donc notamment en été, et notamment pour les chiens qui ont tendance aussi à être un petit peu plus gros, ils ont du mal à se refroidir l'été, surtout que maintenant on a des étés qui sont très chauds. Et donc leur donner un aménagement qui leur permette de lécher quelque chose de froid, ça les aide en fait, non seulement ça les occupe, mais en plus ça les rafraîchit. Donc là on est vraiment sur du double emploi, et c'est pour ça que le Kong et pas mal de produits de la gamme dérivée Kong qui ont le même niveau de qualité, mais ce Kong-là, ce produit-là en particulier, quelle que soit la couleur en fonction de votre chien, on peut faire beaucoup de choses avec, et il est vraiment, vraiment très pratique. Alors, voilà. Florent, tu parlais de rillettes. Oui. Mais si on n'a pas de la rillette sous la main, on peut venir chez Jack et Dolly, on a de la très bonne pâtée. Notamment. Fabriquée avec 100% de viande fraîche, qu'on peut bourrer là-dedans. Et si on veut faire de la glace, on a aussi des smoothies. On a des jus de viande. C'est vrai, j'ai vu ça. Oui, oui. On a des jus de viande au poulet, au bœuf et à l'agneau. Qui peuvent effectivement très très bien marcher. Apporter plus d'appétence que de l'eau. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait.
Tout à fait, et donc ça peut effectivement bien marcher, en mélange avec des croquettes, ça peut être vraiment bien. Donc là voilà, on est sur un type d'aménagement, où là du coup l'idée c'est que le chien, comme ces fameux chiens que je vous évoquais au début de la conférence, qui doivent fouiller, qui doivent faire des efforts pour aller chercher leur nourriture, bah là on va essayer de reproduire un petit peu ça. On peut voir le Kong comme une forme de boîte de conserve pas finie par exemple. Et l'idée, voilà, ce sera que le chien, en fait, ils doivent travailler Alors, un petit peu pour sa nourriture. j'ai une petite question. Ah bah. Tu parles beaucoup de croquettes, Notamment, oui. beaucoup de croquettes. Oui, bah, parce que c'est vrai que c'est la chose avec laquelle on aménage le plus souvent, Oui. et c'est la chose que la plupart des gens consomment avec leur chien. Alors, chez Jack et Dolly, on vend du barf. Oui, tout à fait. Toi-même, tu donnes du barf à tes chiens. Tout à fait. Est-ce qu'on peut mettre du barf dans une Kong? Par exemple, oui, 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 oui. Il est tout à fait, et tu as raison de le faire remarquer. Parce qu'on a des, Si va avoir des... si on veut donner une partie de la ration du chien en barf, on peut tout à fait, généralement dans le barf, donc on a une partie qui est sous forme de viande hachée, on peut tout à fait mettre cette viande hachée dans le Kong, soit quand on l'a décongelée et la mettre manuellement dedans, soit du coup, si on veut refaire le système de la glace, ben, on met notre viande et puis on recongèle, et le chien, du coup, ça lui fait sa viande en glace, entre guillemets. Et notamment très pratique, comme je disais, pour l'été. Donc tout à fait, oui, on peut utiliser le barf. Alors après, c'est vrai que le barf, dans ses composantes, avec les os charnus, en fait, là, la composante masticatoire, elle est déjà intégrée Oui. dans le repas. Et du coup, c'est vrai que la croquette, elle est pratique parce qu'elle permet de quasiment tout aménager, entre guillemets. Le barf, il y a des possibilités, un petit peu moins, mais en même temps, c'est compensé par le fait que dans le barf, bah, il y a déjà du masticatoire, notamment. Mais Donc on va réussir à occuper le chien. Mais il y a des possibilités. On peut il y a, faire des il y a choses. du masticatoire avec le barf, mais on n'a pas l'occupation. On a moins l'occupation. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, si on veut récupérer de l'occupation, on peut aménager notamment son Kong de cette façon-là. Voilà. Après, c'est vrai que, on parlait des croquettes, par exemple, c'est vrai que le barf va être plus compliqué à mettre en place sur ce type d'aménagement-là. Oui. Alors là, on est sur ce qu'on appelle un pipolino. C'est tout simplement en fait comment dire, un cylindre qui va rouler avec des trous. Et en fait, le chien va devoir comprendre que s'il veut les croquettes qu'il y a dedans, il faut qu'il le fasse rouler. Alors après, suivant le chien que vous avez, ça peut être efficace longtemps. Et puis il y a des chiens qui comprennent assez vite le principe. Ça dépend des chiens, il n'y a pas forcément de race en particulier, hein. Mais il y a des chiens qui vont comprendre tout de suite et du coup qui feront plus beaucoup d'efforts cognitifs. C'est-à-dire qu'à un moment ils vont comprendre, ils vont mettre la patte dessus, puis ils les feront tomber à volonté. Donc là, on aura moins de cognition. Et est-ce qu'il faut quand même leur apprendre? Est-ce qu'il faut leur Bien sûr. montrer? Bien sûr, alors moi en général, là ça va vraiment dépendre du chien. En général, je vais avoir tendance à laisser le chien se débrouiller parce que la plupart du temps, la motivation alimentaire est suffisante pour lui faire pour qu'il ait envie lui-même de faire l'effort. Après, il y a beaucoup de chiens qui sont paresseux, hein, qui ont l'habitude en plus d'avoir leur gamelle tous les Oui. soirs au même endroit, donc le jour où on leur donne des aménagements, ils essayent 2-3 fois, puis après ils vous regardent, ils disent bon bah elle est où ma pâtée? Bon bah non, en fait, il y a un moment il faut qu'ils comprennent, voilà, bah mon pote, tu vas peut-être devoir travailler un petit peu pour manger, et puis ça va te faire du bien parce que ça va t'occuper pendant la journée, puis pendant que tu fais ça, tu mâcheras pas la télécommande. Donc bah, du coup, ce sera assez utile là-dessus. Donc après, si on voit que le chien a du mal, bah, on va lui montrer un petit peu, on va lui démontrer. Après on ira par étapes si vraiment c'est compliqué pour lui, mais la plupart du temps, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Alors, il y a quelque chose, je sais qu'il y a chez Jack et Dolly, que là peut-être on n'a pas Non, juste à côté de nous, on mais l'a pas c'est pris. le tapis de fouille. Le tapis de fouille, en fait, ça va restituer l'activité dont je vous parlais tout à l'heure. Le chien, il faut qu'il cherche sa nourriture. Donc là, c'est pour les croquettes. On va pas Voilà. mettre le barf dedans. Hein. Non, alors on pourrait, mais ça va vous faire du nettoyage à faire après, c'est dommage. Donc le tapis de fouille, c'est tout simplement en fait un objet qui va ressembler à, je sais pas, C'est un tapis avec plein de... qui va ressembler à une espèce de boule de tissu. pluche, voilà, en fait, et dans lesquelles on va mettre les croquettes dedans. On va cacher. Et voilà, on va les cacher, du coup le chien va devoir les chercher, et là du coup, il va faire du cognitif, puis là pour le coup, avec cet objet-là, il va faire aussi de l'olfactif, parce qu'il va devoir les chercher. Et donc en faisant de l'olfactif, il fera aussi du cognitif. Donc le tapis de fouille, très utile, hein, notamment quand on est en région urbaine. Voilà, parce que ça permet de faire chercher à son chien son repas dans des conditions de sécurité. Donc très utile pour lui. Voilà, c'est une des choses que je recommande le plus. Après, il y a aussi des choses. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les liquimates, qui sont des tapis de léchage sur lesquels généralement
On va étaler des fois du fromage blanc ou notamment les pâtes dont on parlait, les smoothies dont on parlait Oui. tout à l'heure, qui peuvent très très bien marcher là-dessus. Voilà, ça peut aussi permettre au chien d'occuper un petit peu de temps. Et généralement, celui-là, nous, le Liquimat, notamment en éducation, on va s'en servir dans des situations un petit peu de stress parce que, comme je disais tout à l'heure, la mastication et le léchage, en fait, vont avoir un effet sur le chien de détente. Et ça nous intéresse. Par exemple, souvent, pour les gens qui lavent leur chien, très souvent, les chiens, ils n'aiment pas ça. Souvent, quand c'est tout bête, mais on colle un Liquimat sur la baignoire. Le chien, il lèche ce qu'on a mis dessus, et du coup, il va vachement plus se laisser faire pour le bain, et du coup, ça sera moins stressant pour lui, parce qu'en plus, il y aura quelque chose qui l'intéresse. Il sera pas dans son stress de la manipulation, du jet d'eau peut-être qu'il n'aime pas, etc. Donc ça a plusieurs effets assez bénéfiques là-dessus, Donc, notamment. ce que tu dis, comment ça s'appelle? Le Liquimat. Alors, en Voilà. fait, c'est un plateau Voilà. avec des alvéoles, et on va remplir ou de pâté ou du smoothie, du jus Tout de à fait. viande. Quelque chose d'appétant, tout simplement. Voilà, on le met au congélateur et après le chien va le lécher. Voilà, va le lécher, du coup ça va le détendre. Donc c'est aussi un aménagement qu'on peut créer, parce que ça, suivant les chiens, ça peut occuper pas mal de temps. Et on va aussi s'en servir en éducation pour des occasions particulières, pour notamment baisser le stress du chien. Est-ce qu'on peut en donner aussi en hiver? Oui, moi je vois pas pourquoi on pourrait pas. Après chacun voit ce qu'il veut. Après, suivant les circonstances où on le fait, des fois ça coule, ça peut demander un peu de ménage ensuite. Donc chacun à voir chez lui. Voilà, là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, est-ce que Marilyn nous regarde et pourrait nous rejoindre pour nous donner les questions? Ah oui, ce serait pas mal. Voilà. Ah, il y en a une qu'on n'a pas prise, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est les pâtes de poule. Ça marche très très bien aussi, les chiens les adorent. Pour eux, c'est des friandises, ça. Alors, pour des chiens de petite taille, ça peut servir d'aménagement parce que ça va durer un petit peu de temps. Dès qu'on va dépasser un chien de 15 kg, une pâte de poule, ça va très très vite. Donc là, on est presque plus sur de la friandise que sur l'aménagement qu'on a sur la pâte de poule. Là. Alors, je vais essayer d'aller chercher Marilyn. Hop. Je te laisse combler un petit peu. Eh ben écoute, Laurent. on va meubler. On va meubler. Notamment, on peut parler de ça. Moi, c'est un produit que je connaissais pas. Bon, c'est Kong du coup qui fait toujours ses produits intégrés. Toutes les sociétés américaines, elles aiment bien avoir des choses qui s'achètent en gros. Et donc en fait, c'est un bouchon en fait. C'est un bouchon de Kong qui va se manger. Donc en fait, du coup, on peut le mettre. Je sais pas s'il est là, Kong. Ah, je peux pas me déplacer, mais en gros, voilà. Ça va être quelque chose comme ça, en fait, qui va venir boucher le Kong. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, le produit n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut boucher un Kong autrement, mais si vous voulez pas vous embêter, c'est toujours pratique. Et puis ça permet toujours au chien de faire un petit peu de mastication et de s'occuper. Et alors du coup, peut-être la dernière chose que je voulais évoquer, une des dernières choses, il y a un aménagement qui là, lui, n'est ni un aménagement masticatoire, ni un aménagement cognitif, qui va aménager le temps du chien, mais que je déconseille. C'est ce qu'on va appeler les lanceurs automatiques de balles. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est d'ailleurs souvent quelque chose d'assez onéreux. Moi, c'est quelque chose que je déconseille en général parce qu'en fait, si le chien apprend correctement à s'en servir, du coup, il va passer sa journée à s'auto-lancer la balle. Et en fait, c'est mauvais pour lui parce que partir après une balle, c'est ce qu'on appelle de la prédation. La prédation, ça déclenche un certain nombre d'hormones. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. On pourra faire une conférence dédiée sur ce sujet. Apparemment, on n'a plus de son. Ah, on n'a plus de son Ouais, depuis longtemps? depuis quelques minutes. Ah mince! Ah, ça c'est dommage. Ouais, je sais pas. Est-ce que le son est revenu? C'est bizarre ça. Tentative de reconnexion. Ah, il y a eu un souci de connexion. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de contenu du coup. Ouais. Il n'y a plus de son. Écoute, sinon on refera une partie. Voilà, peut-être que sur Instagram il y avait du son, Je l'espère en tout cas, pour les gens qui nous regardent sur Instagram. mais plus de son en effet. Frustrant, il y a une dame qui dit. J'en suis vraiment désolé. Mais il y a quelqu'un qui dit quand même, c'était super. C'est gentil. Ça fait plaisir. Alors,
Il y a une dame qui dit que la mienne adore le tapis de fouille. Ah ouais, bah c'est des très bons aménagements les tapis. Elle cache aussi sa ration dans des torchons qu'elle noue. Ah, Mais après, bah, chacun avec sa créativité, hein. Il y a pas mal de choses qui peuvent marcher. on va devoir quitter. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? J'espère juste qu'il ne répond pas à ma question. Ah, Ah oui, alors si j'ai les questions, moi je vais me faire un plaisir d'y répondre. alors il faudrait que je trouve la question. Ah oui. Dans le tapis, c'est moi, on rigole pas avec la nourriture. Ça permet aussi, quand on a plusieurs chiens, de les faire travailler le côté social. Ça peut, tout à fait. Après, il faut faire attention, il faut bien être attentif à son chien. On a pas mal de questions. Hein. Ah bah moi, si je peux avoir les questions, je vais me faire un grand plaisir d'y répondre, hein. Alors, il y a des gens qui disent de cacher les croquettes dans de l'herbe. Oui, notamment quand on a la chance d'avoir un jardin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, moi je fais, moi notamment, qui a en ce moment l'accès à un jardin, je peux cacher des croquettes dans, je fais du, comme je donnerais à des poules en fait, je peux donner les croquettes dehors, tout à fait. Voilà, donc c'était Guillaume qui demande. Ah, on est coupé. Ah mince. Alors Guillaume qui demandait si de mettre les croquettes dans l'herbe, par exemple, pour qu'ils cherchent avant de manger, est-ce que c'est bon? Alors moi je dis oui, si vous êtes dans un endroit type jardin, parce qu'en fait ce qui peut se passer, c'est que si vous le faites dans un endroit public, vous savez pas ce que les gens jettent par terre, et il pourrait y avoir possibilité qu'il y ait des choses qui soient pas bonnes pour votre chien. Donc quand c'est dans votre jardin, du coup c'est bon. Si c'est pas dans votre jardin, il faut faire attention parce que du coup il peut y avoir des choses peut-être qui sont pas très bonnes pour le chien. Donc à faire attention quand c'est pas chez vous. Donc il y a encore Guillaume qui dit je donne des croquettes et du poisson, du parage de truite. Est-ce bon pour la mastication? Surtout pour la truite avec les arêtes. Alors en fait ça dépend sous quelle forme. Alors le parage de truite, moi j'en ai jamais vu personnellement. Ça dépend si c'est frais ou si c'est sec, si c'est séché. Si c'est de l'aménagement, j'en déduirais qu'a priori c'est sec. Et du coup, si c'est suffisamment sec, oui, moi je vois pas forcément de raison. Il y a énormément de chiens qui mangent du poisson. Donc je vois pas. Voilà Après il y a des chiens qui font des allergies aussi. Donc faire attention. Mais c'est comme tout, hein. Voilà. C'est valable pour tous les produits à la limite ça. Donc oui, pourquoi pas. Notamment moi dans le barf, dans le barf que je donne à mon chien régulièrement, il y a des poissons. Bon, et on va, donc ça fait déjà quand même 45 minutes. C'est pas si mal, hein. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que... Ah, il y avait Guillaume qui voulait rejoindre, qui avait demandé à parler. Ah. Ouais, mais on a une mauvaise connexion. Ah bah j'en suis désolé. Je sais pas si Guillaume est encore là et si on peut l'entendre. Ajout en cours. Ajout en cours. Alors après, mais toi, il y a tentative de reconnexion, on a une mauvaise connexion en fait. Ah, c'est dommage ça. Ouais. Après, s'il nous entend encore, il peut tout à fait, s'il veut, il tape chien bleu sur internet, il m'envoie un petit message par le site avec son numéro de téléphone et puis je me rendrai disponible pour répondre à ses questions, hein. Sinon, ce que tu pourras faire, c'est répondre aux commentaires directement. Avec grand plaisir, bien sûr. S'il veut bien mettre sa question en commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Ouais, on a eu pas mal, on a eu vachement de commentaires. On a eu un peu de monde quand même. Des chiens qui vivent en groupe, l'activité se fait-elle naturellement entre eux? Alors, c'est une question intéressante. Au niveau de l'activité sociale, si vous avez un groupe qui est bien formé et qui se connaît depuis longtemps, l'activité sociale chez vous elle est réduite. Le besoin d'activité sociale il va vraiment se remplir quand le chien en fait il rencontre des chiens qu'il ne connaît pas, parce que c'est là qu'il fait des efforts de communication. Moi j'ai 2 à 3 chiens à la maison. Quand ils se voient pas pendant longtemps et qu'ils se revoient, ils font de l'activité sociale. Quand ils se voient tous les jours, l'activité sociale elle est à zéro parce que du coup il n'y a plus de réflexion en fait, ou très peu. Après si vous avez un groupe de, je sais pas, de 5, 6, 7 chiens, oui là il continuera à y avoir de l'activité sociale parce que le groupe il est suffisamment différent, il est suffisamment disparate pour qu'il y ait des comportements qui changent et donc pour qu'il y ait des besoins d'adaptation. Mais on va dire que quand c'est chez nous du coup où les chiens
ils ont très peu de défis à remplir en groupe. Du coup, l'activité sociale, elle est très réduite quand ils se connaissent. Nous, la façon dont on peut créer de l'activité sociale chez le chien, ça va être surtout quand ils rencontrent des congénères qu'ils ne connaissent pas. Après, il faut toujours faire attention. Il y a des chiens qui sont plus ou moins sociables. Et voilà, donc il faut éviter d'aller au conflit quand on a un chien qui a du mal avec les autres chiens. Ensuite, il y a Marguerite qui demande quel os pour un chiot. À la limite, comme je disais, ce qu'il y a de plus safe, c'est à la limite un os qui est gros. Parce que plus c'est gros, moins il va arriver à faire des bouts avec. Voilà. Après, en général, comme je disais en début de conférence, pour les chiots, j'attendrai qu'on ait passé 6 mois et j'irai en douceur, peut-être en fonction du chien et en fonction de sa voracité ou pas. Peut-être que je ne commencerai pas avec un os, mais peut-être que je commencerai avec des produits plus safe, notamment ce dont on parlait tout à l'heure, comme le fromage de yak, qui va permettre au chiot d'apprendre à mastiquer sans se mettre en danger. Un chien adulte avec un os cru, il a aucun problème. Un chiot, ça peut être différent parce que les chiots, des fois, c'est comme les enfants, des fois ils sont trop empressés, ils mangent trop rapidement, ils font pas attention, etc. Donc voilà, faire attention à ça. Donc merci Florent d'être intervenu. C'est un grand plaisir. Et puis certainement à une prochaine conférence. Et puis donc tu répondras aux commentaires directement Bien sur sûr. Facebook. Merci Florent, à bientôt. À bientôt et merci à Jacques et Dolly de m'avoir accueilli ce soir.